Déjà deux jours ici à Roland-Garros et déjà de grosses émotions françaises. Et oui, la France brille quand même à Roland-Garros, on en profite mine de rien. Diane Paris qui bat la tenante du titre, Barbora Krejcikova. Rien que ça. Bravo à Diane Paris, on en parlera justement. Coco Moutet qui bat Stan Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros. Rien que ça, bravo Coco Moutet. Et Novak Djokovic, ah non lui c'est pas un français, mais Novak Djokovic qui a été très solide en Night Session face à Nishioka. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jour 2 de Roland-Garros, des moments marquants de ce jour 2. Évidemment il y a eu plein de choses sur ce deuxième jour, des matchs à rallonge, la pluie évidemment qui a perturbé le tournoi, qui a perturbé en tout cas les matchs pendant 2-3 heures et puis là il y a des matchs qui n'ont pas été finis. Benoît Paire qui n'a pas fini son match, Richie Gasquet qui était chaud patate, 6-1, 5-2 et qui a été coupé en plein élan par la pluie. On espère que demain, quand il reprendra, ça ira aussi vite que quand il avait commencé, parce qu'il était vraiment chaud patate. Alors Lloyd Harris sur terre battue, c'est pas fou du tout, mais ça montre vraiment que Gasquet joue vraiment très bien en ce moment, et ça fait plaisir à voir, parce que Gasquet il a quand même 36 ans, et le voir jouer aussi bien, ça fait plaisir en tout cas pour Gasquet. Et on va commencer tout de suite avec le fait marquant du jour, et en plus c'est un fait qui concerne une Française, Diane Paris, la piste aux étoiles pour elle qui a battu Barbora Krejcikova sur le court central, qui a battu la tenante du titre. Alors on peut nuancer cette victoire en disant oui, Krejcikova n'a pas joué depuis 3 mois, oui, Krejcikova c'est pas la même que la Krejcikova de l'année dernière, mais après elle a eu une occasion de la battre et elle l'a saisie. Ça on ne peut pas lui retirer à Diane Paris parce que le premier set elle prend quand même 6-1 et elle est pas loin de s'écrouler, si elle est menée 6-1 de 0. Et à ce moment-là, je me dis, mais elle est trop tendue, elle n'y arrivera jamais. Au service, elle avait du mal, elle se faisait constamment agresser sur le retour. Mais derrière, elle donnait tous les points, beaucoup de fautes, énormément de fautes. Et puis elle s'est mise à se relâcher au final en cours de match. Elle plante du coup un 6-0 dans le deuxième en gagnant les 6 jeux consécutifs. Après, il y a une pause toilette pour Krejcikova qui dure assez longtemps. Là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, le premier jeu du troisième set va être décisif. Parce que Krejcikova qui part longtemps en vestiaire, on sait après comment ça se termine quand un joueur ou une joueuse part au vestiaire. J'ai eu très peur pour Diane Paris à ce moment-là. Elle perd en plus ce premier jeu, elle est menée 2-0 encore une fois dans le troisième set. Et elle revient, elle remonte, elle dit rien. Elle reste fidèle, comment dire, à son style de jeu. Elle tente son revers à une main, mine de rien, voilà, il faut en parler aussi parce qu'elle a un revers à une main, c'est très rare pour une joueuse de tennis en ce moment d'avoir un revers à une main, il y en a très peu, d'ailleurs j'ai aucun autre nom qui me sort à part Diane Paris, donc voilà, ça fait plaisir de voir un revers à une main et en plus pour une Française, elle a fait d'ailleurs un moment un revers gagnant à une main longue ligne, on aurait dit Roger Federer dans sa plus grande époque, ou Richard Gasquet en parlant français aussi dans sa plus grande époque. Vraiment une Diane Paris qui a été conquérante, solide et le regard a changé. Le regard a changé à partir du milieu de deuxième set. On a senti que dans ses yeux, ça y est, elle se disait « Je peux battre la joueuse qui est en face de moi. Je peux battre la tenante du titre. Je peux aller battre la deuxième mondiale, Barbora Krejcikova. » Parce qu'elle n'était pas à 100% et elle était vraiment prenable. Et Diane Paris l'a prise et il faut en profiter. Quand tu as la possibilité de battre un joueur ou une joueuse de ce calibre-là, et faut la saisir parce que peut-être que tu n'auras plus jamais la possibilité de l'avoir cette occasion-là. Donc là, elle l'a prise et on espère qu'elle peut aller encore plus loin parce qu'elle joue aux Orioles. Quoi qu'il arrive, sans être mauvaisant, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas jouer une joueuse mieux classée que Krejcikova avant de jouer de Swiatek en finale. Donc voilà, mais après c'est possible, là je pense qu'elle va perdre avant évidemment, mais j'espère quand même qu'elle va peut-être encore pouvoir passer un tour, aller au troisième tour, et puis on verra après ce qui se passera, mais voilà. Le plus important c'est après l'exploit, digérer et repartir. Parce que le tournoi il n'est pas fini. Il vient à peine de commencer, même c'est juste un tour. Il faut en gagner 6 après. Bon alors je pense pas que Diane Paris gagnera Roland Garros, mais gagner un match de plus, voilà, rester solide dans la tête, rester voilà dans sa bulle, dire voilà, c'est juste un match comme les autres, je l'ai gagné, je suis au deuxième tour. L'objectif maintenant c'est de passer au troisième tour. Voilà, je pense que c'est l'objectif qu'elle doit se fixer et rester humble dans sa tête. Et je pense qu'elle a la tête sur les épaules. Quand elle parle, elle a vraiment la maturité. J'ai écouté son interview et puis après sur la terrasse avec France TV. Franchement, la maturité déjà, c'est beau parce qu'elle a 19 ans. Elle a que 19 ans. Mais franchement, quand elle parle, voilà, on sent quand même qu'elle connaît et elle sait ce qu'elle dit. Ce dont je veux aussi parler, c'est un match qui m'a partagé entre la joie d'un joueur que j'adore qui a gagné et la tristesse d'un autre joueur que j'adore qui a gagné aussi. C'est Stan Wawrinka contre Coco Moutet. Coco Moutet qui voilà fait une vraie performance en battant Stan Wawrinka. Coco Moutet qui était un petit peu décevant
ces derniers temps. Et alors il a ok, il avait eu du mal en ce moment, évidemment, avec les blessures et tout, avec des petits problèmes aussi pour lui. Mais ça fait plaisir de voir Coco Moutet qui a joué intelligemment, je trouve vraiment. Surtout en prenant 6-2 dans le premier set. J'ai eu très peur dans le troisième set quand il mène 5-2, qu'il a 2 balles de set, que Wawrinka remonte. J'ai eu très peur à ce moment-là. Pour Moutet, j'ai eu très peur à ce moment-là. Parce que je me dis, s'il perd le troisième set, alors là j'ai peur pour la raquette, j'ai peur aussi pour sa tête. Parce que je pense que ça commence à partir d'un côté, ça repart de l'autre, et là c'est fini. Wawrinka il en profite et c'est fini à ce moment-là. Mais je trouve que dans la tête, justement, il a été très solide. Il n'a rien dit pendant tout le match. Il a été très sage. Il a été chercher le public quand il faut. Il a été intelligent, patient, tactiquement juste, parfait tactiquement. Hein. Abuser des amortis, voire même en faire trop. Mais face à Stan, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut le faire bouger, Stan. Et pas que des efforts latéraux. Il faut aussi faire des efforts verticaux, voilà. De l'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche. Et ben, c'est ce qu'il a fait en tricotant la balle comme il sait faire. Parce que franchement, quand Moutet tricote la balle, il fait des choses de dingue. C'est un peu comme Gaston. C'est la patte de gaucher, comme on dit. Hein. Ils arrivent à faire des trucs de dingue avec ça. Voilà, c'est dingue. Parce que Moutet, quand tu le vois jouer comme ça au tennis, tu te dis, mais c'est quand même dommage que des fois dans la tronche ça suive pas, parce que il a un talent fou, ce joueur, faut pas se le cacher. Moutet quand il joue au tennis, c'est de l'or. Ce qu'il fait avec son jeu, auquel service il y a un petit peu, une petite carence au service, mais il est petit donc ça excuse un petit peu, enfin ça excuse, mais il met quand même beaucoup d'effets, mais ça excuse voilà un petit peu la faiblesse au service. Mais vraiment dans le jeu, quand il joue intelligemment, mais c'est magnifique, c'est beau à voir. Quand tu vois, il fait ses petits coups droits croisés courts, quand il fait ses petites amortis lobes, quand il fait le grand écart pour chercher les passings, c'est somptueux. Franchement, Coco Moutet, quand il joue au tennis, c'est magnifique à voir. C'est juste dommage que des fois la tête ça suive pas. J'espère que ça va suivre là, même si le deuxième tour, a priori, ça va rentrer à la maison parce que le deuxième tour c'est face à Rafael Nadal. Voilà, fais-toi plaisir Corentin, voilà, tu seras sur le central, tu pourras te faire plaisir, abuser des amortis, faire amorti lobe face à Rafael Nadal, pourquoi pas, mais je pense que de toute façon, la messe, si Nadal est en forme, comme il a été face à Thompson, je pense que la messe sera dite, et que le score qu'il a mis à Thompson sera quasiment le même qu'il mettra à Coco Moutet, malheureusement, même si je souhaite le contraire. Mais je pense que Nadal gagnera plutôt facilement face à Coco Moutet. On a eu aussi le très belle perf française avec Elsa Jacquemot qui a remporté son match face à Heather Watson. Et puis une très belle perf de Léonia Jean-Jean, 26 ans, qui a battu Parinas Diaz qui était quand même 45e mondial au classement, donc qui était 200 places d'écart, mine de rien. Très belle performance de la wildcard Léonia Jean-Jean. Moutet aussi qui était wildcard justement, qui honore sa wildcard. Voilà, vraiment beaux joueurs qui honorent leur wildcard. Blancano, malheureusement, c'est fini contre Fuxovic. Il n'a pas démérité, mais en face, c'était vraiment trop solide pour Fuxovic. Ouais, mais en tout cas, grosse perte des Français, mais aujourd'hui, il a vraiment eu de très beaux résultats. Rien que Diane Paris, déjà, bravo à Diane Paris, bravo à Coco Moutet, voilà, de très belles performances. Ça fait plaisir. On avait Ricci qui était parti pour faire un très beau résultat. On espère que ça suivra pour demain. D'ailleurs, on parlera du programme de demain juste après. Là, on va parler des favoris, des favorites, enfin, de la favorite. Enfin, j'ai mis favori avec un S et favorite sans S, qui ont été présents. On va commencer par Swiatek, qui est toute seule, clairement, qui a fait un match solide, il n'y a rien à dire. 6-2, 6-0. Je pensais qu'il allait peut-être avoir un petit temps d'appréhension pour le début. Voilà, peut-être se mettre une petite pression en se disant je suis la seule favorite. J'arrive pour mon premier match. Et bah, même pas. 6-2, 6-0, facile. Elle a été facile. Elle a fait un petit peu une Nadal dès le début du match, breaké d'entrée, montré à son adversaire à Tsurenko que c'était fini pour elle, qu'elle allait rien faire sur ce match. Elle a fait un petit peu une Nadal comme son idole et puis il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a pas d'adversité en face. On verra au fur et à mesure des tours, mais là, c'était vraiment trop facile pour Swiatek. Rafael Nadal, la seule question qu'on se posait, on se posait plus comment aller le pied plutôt que comment il allait jouer au tennis. Alors il a très bien joué au tennis et en plus le pied ça allait bien. Après le problème, comme on le sait avec lui, c'est que le lendemain peut être différent d'aujourd'hui. Donc on verra comment ça se passe. J'espère qu'on aura un Nadal à 100% évidemment pour Roland Garros. Je veux du suspense pour ce Roland Garros. On a eu Alcaraz, alors lui c'était hier, mais je veux quand même en parler d'Alcaraz qui a mis un set pour se mettre en route. Et à partir de 4 partout dans le premier set, c'était fini. Il a décidé que Londero, allez hop, c'était fini la partie sur le central, allez hop. Je remballe, 6-4, 6-2, 6-0. Et puis Djokovic, qui a joué le premier match en night de cette quinzaine et qui a été très solide, très fort. Ce Nishioka a pas mal joué au tennis, a vraiment été très bon, un match très plaisant à voir. Et bah ça fait 6-3, 6-1, 6-0. Un Djokovic qui a besoin quand même de beaucoup
extériorisé, il extériorise beaucoup Novak Djokovic, mais on sentait quand même un petit peu que voilà, mine de rien, ce match, il était important pour lui, important direct dès le début de dire je suis là, je suis le tenant du titre, mine de rien, c'est le tenant du titre, et je veux montrer que voilà, le titre, va falloir aller me chercher cette année, comme chaque année, il va falloir aller me chercher, et je pense qu'il a montré, voilà, en extériorisant beaucoup, tout ça, voilà, qu'il était présent, qu'il avait la niaque, qu'il avait cette hargne de vaincre, et que c'est pas Nishioka qui allait l'embêter longtemps. On passe maintenant au programme du jour qui est très alléchant avec des au revoir sur ce programme du jour. Mais avant de parler des au revoir, on va parler du programme du central. En commençant par Alizé Cornet contre Doi. On espère que Cornet fasse un beau résultat, qu'elle chauffe surtout la salle pour le match, peut-être le dernier match de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, notre Français qui a fait le plus de résultats, on va dire, ces 15 dernières années, qui fait partie du trio, j'allais dire, du quatuor français, qui a fait briller la France pendant 15 ans au tennis. C'est voilà, c'est sans doute une fin pour Tsonga qui joue Casper Ruud, un joueur que j'adore, mais je ne vois absolument pas battre Casper Ruud parce qu'il peut jouer côté coup droit, mais côté coup droit, Ruud est aussi monstrueux. Et s'il joue côté revers, c'est la faiblesse de Casper Ruud, mais c'est aussi sa faiblesse à Tsonga. Donc en fait, quoi qu'il fasse, il sera soit sur le point fort de Ruud en jouant sur son point fort, soit sur le point faible de Ruud en jouant son point faible. Donc voilà, et puis physiquement, Ruud sera au-dessus évidemment, donc je vois pas Tsonga gagner. Je le vois même pas prendre un set clairement, j'espère le voir tenir, on va dire, peut-être prendre un 6-4, 6-4, 6-4. Et puis voilà, avoir un petit esprit de révolte, un petit esprit voilà, de allez hop, c'est la fin. En tout cas, il y aura une très belle ambiance pour le public, c'est sûr. Ça sera à 14h, hein. C'est sûr que France TV a demandé. France TV, ils ont dû dire, nous, on veut Jo-Wilfried Tsonga. Alors moi, j'aurais peut-être plus mis en troisième rotation, vers 17h, comme ça environ, pour avoir, comment dire, quand les gens rentrent du boulot, voir se poser, voir la fin de Tsonga, mais bon. Après, peut-être que voilà, ils veulent qu'il joue à 14h, comme ça, enfin, environ 14h, comme ça, il perd vers, enfin, il perd ou il gagne, on ne sait jamais, mais il perd, on va dire, vers 16h30. Et comme ça, à 17h30, il est sur la terrasse de France TV. Et puis voilà, on lui remet un cadeau d'adieu. Peut-être que ça va se passer comme ça. On aura après Badoza, joueuse que j'adore aussi, contre Fiona Ferro. Là, je vois absolument pas Ferro faire quelque chose. Et puis on aura le match en night, match très alléchant, mine de rien. Lorenzo Musetti, qui a fait 8ème l'année dernière, contre Novak Djokovic, en perdant 5-7. Contre Stefanos Tsitsipas, finaliste en titre. Un vrai test déjà pour Stefanos Tsitsipas, qui est quand même largement favori dans la partie basse. Il n'y a pas de surprise à se dire. Il le sait qu'il est favori et il sait qu'il a une énorme pression sur ce premier match et qu'il sera scruté sur ce premier match. Sur l'Anglaine, on peut déjà potentiellement avoir une surprise dès 11h. Hein, dès 11h, non, peut-être pas parce que peut-être que le match va durer plus qu'une minute, mais entre Bagnis et Medvedev, un match très compliqué pour Medvedev, un joueur qui va ramener la balle, un pur terrien face à Medvedev dont on n'a aucune certitude, on ne sait rien. J'espère personnellement, moi, voir Medvedev en forme, voir Medvedev à 100%, mais même à 100%, Bagnis serait un match piège. Donc là, un Medvedev qui peut-être à, allez, je sais pas, 75%, 70%, je le vois même pas. S'il n'est pas à 100%, je ne vois pas comment il peut battre Bagnis. Et même s'il est à 100%, ça peut être un match quand même très piège. Ensuite, on a Thomsen face à Garcia. J'espère que Garcia va gagner, même si c'est compliqué. On sait pas. Garcia, c'est pareil. Elle s'est arrêtée pendant presque 2-3 mois. On n'a aucune certitude. On ne sait pas du tout. Les Françaises, on n'a aucune certitude. Hein. C'est pour toutes quasiment, on n'a aucune certitude. On aura Gaston ensuite face à deux mineurs. Alors ça c'est un match où si vous voulez voir des amortis, des courses vers l'avant, des passings, des lobes, c'est le match à voir. Des aces, peut-être pas. C'était pas le match à voir pour voir des aces. Pour Gaston, c'est dommage parce que Demi-Nord, c'est pour moi, c'est un Gaston qui fait tout en mieux. Les amortis de Gaston, il va les ramener, il est capable de faire des contre-amortis, il est capable de courir partout, il cavale comme une antilope, Demi-Nord. Donc vraiment, voilà, pour moi, Demi-Nord, c'est l'anti-jeu parfait pour Gaston parce que c'est le style de Gaston en meilleur. Donc, il n'y a rien à faire pour moi pour Gaston. Et puis, dernier match, Paquet-Sabalenka. Franchement, voilà, encore un tirage compliqué hein, pour les Françaises hein, qui ont quand même Badoza, Krejcikova, Sakkari, Sabalenka. On n'a quand même pas été vernis. Alors, Cornet qui joue Doi, ça va. Hein. Cornet, elle a un tirage plutôt simple par rapport aux autres filles, hein, évidemment. Kiki aussi, qui avait quand même Leila Finlandaise, qui est pas facile. On a sur Simone Mathieu, donc sur Amazon. D'ailleurs, aussi Musetti Tsitsipas, c'est sur Amazon. Hein, évidemment, les matchs en night, c'est sur Amazon. On a Andriane Fritano, pardon, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Enfin, la française qui jouera Carolina Pliskova, ça aussi, encore une fois, encore un tirage de la mort.
l'impression qu'elle joue toutes les top 10. Toutes les Françaises jouent des top 10, c'est pas possible. Pourtant, il y a 15 Françaises peut-être et il y a 10 top 10, il y a un problème. On a Tiafoe qui jouera à Bonzi, un match prenable, mais après Tiafoe il aime bien la grosse ambiance et je pense qu'il y aura de la bonne ambiance. Donc Tiafoe il aime bien ça, hein, même quand l'ambiance n'est pas pour lui, il aime bien ça, c'est un match qui va lui plaire. Et ça peut être un match dangereux pour Bonzi évidemment, mais un match aussi dangereux pour Tiafoe dans le sens inverse. On aura Simone Halep, les débuts de Simone Halep contre Schnunk. J'espère que ce sera facile, on va dire, pour Simone Halep, que j'ai envie de voir Simone Halep, voir ce qu'elle peut faire, potentiellement aller en 8ème contre Swiatek, c'est ça dont j'ai très envie en fait. Et puis, peut-être aussi, dernier match à Roland-Garros, sûrement, je ne fais pas d'illusion, hein, c'est le français que je préfère, vous le savez, comme vous le savez. J'aime ce joueur, j'adore ce joueur, quoi qu'on dise sur lui. Gilles Simon, qui jouera sans doute son dernier match à Roland-Garros contre Pablo Carreño Busta. Et je pense qu'Amazon a dû dire, voilà, on vous donne Tsonga à France TV, mais nous on prend Gilles Simon. Et voilà, du coup, Tsonga finira sur la 2 et Simon finira sur Amazon. En soi, j'adore Simon, mais c'est logique. Tsonga, c'est peut-être celui qui a, en tout cas en termes de popularité, Tsonga a peut-être fait plus que Gilles Simon. Je vais pas le cacher, voilà, Simon a été moins bon que Tsonga et est moins bon que Tsonga, mais il mérite une aussi belle sortie que Wilfried Tsonga. Et j'espère pourquoi pas le voir le lendemain sur la terrasse de France TV. Voilà, un petit cadeau d'adieu et pourquoi pas d'ailleurs envoyer les deux, envoyer Tsonga et Simon en hommage sur le Châtrier un de ces jours pour voilà leur rendre hommage, leur dire merci parce qu'il faut dire merci à ces gars-là, faut dire merci à Gasquet, faut dire merci à Simon, faut dire merci à Tsonga, faut dire mon fils à merci, oui, il faut dire mon fils à merci, faut dire merci à mon fils, faut dire merci à ces gars-là qui nous ont fait rêver pendant presque 15 ans, merci, moi aussi je vous dis merci à vous et je vous dis salut à tous, on se retrouve très très vite, portez-vous bien.